Allez, clap! La désistance consiste à étudier les processus de renonciation à un mode de vie, à un mode de faire et de se représenter. En l'occurrence, il s'agissait pour moi d'étudier la désistance de la délinquance. Pas toutes les formes de délinquance, plutôt la délinquance de rue, la plus visible, mais aussi la plus réprimée par nos institutions pénales. Comment est-ce qu'on change d'une position où on est impliqué dans ces carrières-là vers le retour à une forme plus ordinaire de mode de vie? Pour ce faire, j'ai eu l'appui du ministère de la Justice et de la Ville de Paris, qui m'ont ouvert les portes notamment du service pénitentiaire d'insertion et de probation et qui m'a aidé à reprendre contact avec 33 parcours de personnes qui avaient pendant un temps été impliquées dans la délinquance et qui aujourd'hui avaient transformé leur parcours et étaient éloignés de ces pratiques-là. Qu'est-ce qui ressort de ces principales analyses? C'est la concurrence des sphères de socialisation. Le fait que d'avoir réussi à rendre leur parcours, leurs habitudes et leur fréquentation plus hétérogènes, plus différentes, de changer leur quotidien, ça avait permis un petit peu de rompre avec leurs habitudes précédentes, de diminuer le temps disponible à délinquer aussi tout simplement dans une journée et de les réorienter vers d'autres manières de créer leur identité, d'occuper un emploi et de fréquenter d'autres lieux et d'autres personnes. Le processus, il n'est pas palpable, il n'est pas conscient, il n'est pas objectif. Il arrive plutôt de manière insidieuse et progressive. Je parle de paris subsidiaires où je puise dans des auteurs comme Howard Baker qui ont parlé des paris subsidiaires. C'est-à-dire qu'au début, on fait des petits choix, des petits investissements qui paraissent anodins, mais qui, sur le temps long, vont accumuler énormément d'importance et venir peser de tout leur poids pour arriver à réorienter un parcours. Un autre élément aussi qui peut jouer dans ce processus, c'est la rencontre avec une personne ressource. Quelqu'un qui va vraiment vous aider à présumer de la compétence sur votre trajectoire, à vous augmenter votre motivation pour tenir bon, pour changer de cap et pour aller puiser dans d'autres cercles sociaux et d'autres manières de faire un petit peu son parcours. Le terreau de mes jeunes années, tout d'abord dans un lycée de la banlieue ouest parisienne où j'ai pu voir pas mal de parcours de mes camarades un petit peu happés, tentés par la délinquance, notamment ce que j'ai appelé le pari du Lascar, c'est-à-dire le fait de se dire, bien quitte à subir certains préjugés, comme le fait de venir d'une banlieue populaire, d'avoir le stigmate de telle religion, origine ethnique, origine socio-économique aussi, eh bien, je vais aller profiter du pôle déviant, des avantages du pôle déviant, des ressources que permet la délinquance, comme le fait de se revaloriser d'un point de vue identitaire, d'être quelqu'un sur son territoire qu'on ne peut pas menacer, avec qui on ne peut pas frayer en quelque sorte, le fait aussi de tirer des revenus de ces activités délinquantes. Tout ça, ça a pu tenter certains de mes camarades à une période et orienter mon regard vers cette question. Dans un deuxième temps, arrivé à l'université, c'est beaucoup les apports théoriques de certains auteurs, notamment Michel Foucault ou Irving Goffman, qui ont pu mettre en lumière comment est-ce que, en allant questionner en quelque sorte les marges de la société, comment on régulait la déviance, les marginaux, on en apprenait énormément sur le fonctionnement du cœur de la société, ses valeurs, ses rouages pour arriver à réguler et à imposer ses normes. Dans un troisième temps aussi, c'est peut-être la modification, le changement de paradigme de l'état providentiel vers un état un petit peu plus managérial, libéral, qui va être répressif. Notamment les thèses de la prévention situationnelle qui se sont répandues en France et qui ont transformé un petit peu à la fois notre environnement urbain comme la manière un petit peu de réguler la société. Alors ces analyses sur les processus de désistance, ils permettent de voir qu'aujourd'hui, il y a la nécessité de déconstruire une barrière factice, mais non moins performative, importante, qui existe entre un eux et nous. Ceux qui seraient impliqués pour toujours des irréductibles du crime et d'autres qui jamais ne passeraient par cette case-là. C'est pas aussi simple. En réalité, il existe plutôt un continuum avec d'un côté des personnes qui délinquent peu et pour un temps très court et de l'autre des personnes qui effectivement vont pendant un temps beaucoup délinquer et rester plus longtemps dans cette carrière. On voit qu'il y a plutôt une vision plus fluide du social qui ressort et des besoins notamment d'introduire des cérémonies un petit peu de réhabilitation pour délabelliser en quelque sorte, déconstruire ce stigmate. Et du point de vue des missions
de l'institution pénale, on voit bien que le volet répressif a pris un petit peu le dessus et que si pour le contrôle et le maintien sous surveillance des personnes placées sous main de justice, il y a assez de moyens et de forces qui sont en place, pour le côté réinsertion, pour tout le côté réintégration au sein de la société et délabelliser un petit peu ce côté stigmatisé, il y a moins de ressources qui sont disponibles et prégnantes. On pourrait penser à des forces symboliques. Un billet de sortie existait fut un temps après une période de prison. Tous les éléments qui permettraient aussi d'aller puiser dans ce qu'un auteur nommé Granovateur appelle la force des liens faibles, c'est-à-dire le fait d'être exposé à des cercles sociaux hétérogènes, des gens qui vont vous proposer des activités différentes, des territoires aussi différents, sortir de son quartier, sortir de ses habitudes délinquantes. Tous ces éléments peuvent constituer des ressorts pour arriver à réorienter son parcours ailleurs, à les puiser dans la force de ses liens faibles et changer un petit peu de trajectoire, de mode de vie.